Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le camp de vacances fermé pour graves irrégularités dans le Morbihan serait un mouvement sectaire. La communauté du Sacré-Cœur, fondée par un prêtre intégriste, se défend. Aux États-Unis, General Motors condamné à des indemnités records, 30 milliards de francs pour les victimes défigurées par leur brûlure après un accident de voiture. À Berlin, 1 million de personnes pour la Love Parade, la fête de la techno et de l'amour pour cette parade aux allures de carnaval. Et puis une page spéciale consacrée au Festival d'Aix-en-Provence pour cette 51e édition, le pari du renouveau avec la décentralisation des spectacles qui prennent la clé des champs, au programme notamment la flûte enchantée et la Belle Hélène. Et bien évidemment, dans l'actualité de ce samedi, les départs en vacances, une journée classée rouge, Bison Futé avait vu juste. Dès l'aube, les premiers embouteillages qui se sont amplifiés tout au long de la journée. Au total, près de 150 km de bouchons sur les routes de France, avec une circulation en accordéon dans la vallée du Rhône. Le point avec Virginie Fichet, Olivier Jacquelin. Bonjour. Merci. Merci. À l'heure des grands départs, pour Isabelle aussi, la journée commence tôt. Et avec le sourire. Elle est le témoin obligé du long déroulement de la chenille estivale. Les vacanciers passent, Isabelle reste sur le bord du chemin des vacances, sans regret. Je trouve que les gens râlent moins quand il fait... Merci, au revoir. Les gens râlent moins quand c'est les départs en vacances que quand ils vont travailler, donc... Eh bien, non, j'aime bien. Dans les voitures, ils sont partis au petit jour, où on roulait toute la nuit, avant d'échouer ici, au cœur des bouchons de l'été. C'est toujours en accordéon depuis 100 km. Quoi. Oui, c'était bien dans l'ensemble. On s'attendait à plus de circulation. Voilà, maintenant ça commence à charger. Là. Au plus fort de la matinée, le péage de Villefranche-sur-Saône a absorbé 15 km de bouchons. Même constat au péage de Vienne, sur l'A7, 25 km de blocage aux heures de pointe. Et cette année, ici, les vacanciers semblent encore plus nombreux. Les difficultés qu'on rencontre ces 2 premiers week-ends viennent d'une très forte augmentation de trafic, qui en principe est une augmentation de 2 à 3%, et qui depuis 2 semaines est plutôt entre 7 à 8% régulièrement, et pouvant aller avec des pointes de 20 à 30%. Toute la journée, le franchissement de Valence est resté le plus critique. Vers 18 h enfin, le flux s'est éclairci. Après le rouge, la nuit sera verte. Et ce soir, tous les trains au départ de la gare de Lyon à Paris accusent un retard de 2 à 3 heures suite à un acte de malveillance sur une installation électrique. Dans le Morbihan, le camp de vacances fermé mercredi pour irrégularité serait bien une communauté intégriste qu'un rapport a classé comme mouvement sectaire. L'évêque de Troyes avait déjà mis en garde les fidèles de son diocèse contre ces pratiques qu'il juge contraires à la foi. Il s'agit de celles préconisées par un prêtre intégriste, l'abbé Georges de Nantes, qui a fondé la communauté du Sacré-Cœur, mise en question aujourd'hui. Gilles Marinet. De la chapelle, un chant religieux se répand sur un lieu déserté. Le camp de vacances est fermé. Les propriétaires, membres de la communauté du Sacré-Cœur, organisation considérée comme une secte par un rapport parlementaire, s'estiment victimes de leurs convictions. Voilà. Si les catholiques sont une secte, nous sommes une secte. Voilà. En fait, rien dans le fonctionnement du camp ne correspondait aux règles en vigueur. Mais la règle commune, ce n'est pas le premier souci de cette communauté, qui siège ici, à Saint-Parès-les-Vaudes, dans l'Aube. 60 religieux et religieuses, quelques milliers de sympathisants, des croyants intégristes en dissidence avec Rome et qui interprètent toute ingérence dans leurs affaires comme une agression. Il y a quelque chose de pas normal. Et le pas normal, c'est que nous sommes réactionnaires, nous sommes des gens de l'ancienne religion, et que tout ça, ça déplaît à un ensemble de gens qui veulent notre disparition. Alors c'est une secte, nous sommes épinglés comme secte par le gouvernement, par l'Assemblée nationale. On ne nous a jamais parlé de cela, on n'est jamais venu en quitter chez nous, et un beau jour on a été déclaré, maintenant c'est dans le monde entier, nous sommes parmi les sectes dangereuses. Le directeur de conscience parle, les adeptes prient, dans le silence. Et quand ils lisent, ce sont des œuvres choisies. Un certain passé est très présent dans la bibliothèque. Pétri d'extrême droite, le mouvement ne se prive d'aucun moyen pour diffuser sa pensée.
Il est également soupçonné d'appartenir aux sectes millénaristes qui prophétisent la fin du monde. Au village, on semble découvrir ses voisins installés depuis 1963. Le week-end, on voit beaucoup de voitures sur le trottoir, mais bon, on ne sait pas ce qui s'y passe, hein. Personne ne sait, et puis personne n'en parle. Hein. C'est pas le sujet de conversation du village. Hein. Les autorités religieuses ont pourtant mis en garde les fidèles contre des pratiques qualifiées de contraires à la foi catholique. Rien qui ne semble troubler l'abbé Georges de Nantes, autoproclamé entre autres dernier prophète des temps. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire Turquin, ce vétérinaire niçois condamné à 20 ans de prison pour le meurtre de son fils. Aujourd'hui, la défense estime avoir les preuves que l'enfant disparu il y a plus de 8 ans est en fait vivant, installé en Israël. Un témoin clé s'est présenté à la PJ de Nice. Yasmina Farber, Diane Richard. Itzik a raconté son histoire aux enquêteurs de la police judiciaire de Nice. Ce jeune religieux, membre d'une association qui recherche notamment des enfants disparus, issus de mariages mixtes, a accepté de partir sur les traces de Charles-Édouard Turquin en Israël. Mars 91, l'enfant de 8 ans disparaît alors qu'il dort aux côtés de son père. Jean-Louis Turquin va avouer son meurtre à sa femme. Elle le piège sur bande magnétique. Pas de cadavre, mais une intime conviction des jurés. Jean-Louis Turquin repart condamné à 20 ans de prison. Mais selon Itzik, un jeune homme de 16 ans correspond au profil de Charles-Édouard. Il vit dans une école rabbinique de Tibériade. Il m'a confié qu'il lui manquait une partie de sa vie. Il ne connaissait ni sa mère, ni son père. La famille qui s'occupe de lui a dit que sa mère n'était pas juive et que donc il ne pouvait pas la voir. Une semaine plus tard, je lui ai montré ses photos. Il les a regardées très vite, puis il m'a dit qu'il ne voulait pas les voir. Cette histoire lui faisait peur. Des indices, mais pas de preuves définitives. Pourtant, l'avocat du vétérinaire est confiant. Il s'interroge sur l'attitude de Michel Ballanger. Je dis qu'une mère à qui on apprend que son enfant, que la justice a considéré comme ayant été assassiné, serait encore en vie aujourd'hui, devrait se précipiter avec une joie folle devant les autorités de police et les autorités judiciaires pour essayer à tout prix de retrouver cet enfant. Normal, estiment ses avocats, il démystifie cette piste israélienne. Elle a échoué dans le cadre d'une enquête qui avait été ordonnée par le président de la cour d'assises avant que l'affaire ne vienne pour être jugée, et qui ensuite alors est tombée complètement à plat lors du procès. Cet étrange feuilleton judiciaire intéresse de près les autorités israéliennes. La justice française va leur communiquer l'intégralité du dossier turquin. Politique avec ces déclarations plutôt sévères de Valéry Giscard d'Estaing à l'égard du président de la République dans les colonnes du Monde. Il engage Jacques Chirac à instaurer le quinquennat au plus vite et lui conseille donc d'abréger son septennat en provoquant l'an 2000, la prochaine élection présidentielle. Valéry Giscard d'Estaing qui critique au passage la cohabitation. Aux États-Unis, ces indemnités records, le premier groupe automobile américain condamné à payer 5 milliards de dollars aux victimes d'un accident de la route défiguré par leurs brûlures. Jean-Bernard Schmitt. Alisha Anderson est marquée dans sa chair depuis l'accident qu'elle a vécu. C'était il y a 6 ans, sur une route de Californie. Hier soir, un tribunal a décidé d'en faire un exemple historique. Il a en effet condamné General Motors, premier groupe automobile américain, à verser 30 milliards de francs de dommages et intérêts aux victimes. Ce n'est pas une question d'argent. Nous envoyons un message à General Motors parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres familles qui sont dans le même cas que nous. En décembre 1993, le véhicule des Anderson avait pris feu après avoir été violemment heurté à l'arrière alors qu'il attendait à un carrefour. Pour obtenir réparation, leur avocat a estimé que sur ce modèle de voiture, le réservoir était trop près du pare-choc. Et à l'appui de sa démonstration, une étude secrète d'un ingénieur de General Motors qui estimait en 1973 que les éventuelles morts par incendie coûteraient moins cher aux constructeurs que de faire modifier les véhicules. Nous avons produit devant le tribunal des documents et des notes montrant que General Motors a littéralement comparé le prix d'une vie humaine à celui d'une mesure de sécurité. Dès l'annonce du verdict, General Motors a décidé de faire appel du jugement. S'ils étaient confirmés, les dommages et intérêts de 30 milliards de francs pourraient absorber la quasi-totalité des réserves en liquidité
du groupe automobile. Au Kosovo, les informations concernant la découverte d'un charnier comprenant 350 victimes restent pour l'instant à confirmer. L'enquête se poursuit, les données sont incertaines. À vrai dire, il serait davantage question de massacres concentrés dans cette région, à l'ouest du Kosovo, que de charniers à proprement parler. Sur place, nos envoyés spéciaux Agnès Varamian et Nathalie Gallet ont tenté d'approcher les lieux. Les images de ce reportage sont difficiles. Ljubenić est un petit village des alentours de Peć. Avant la guerre, disent ses habitants, 2000 personnes y vivaient. La KFOR annonçait hier avoir découvert ici un charnier de 350 corps. Ça aurait été le plus important du Kosovo, mais voilà, cette information s'est avérée inexacte. À Ljubenić, toutes les maisons portent les stigmates de violence. Pas une qui n'ait été incendiée, pillée. Mais de charniers, de la terre retournée avec 350 cadavres, aucune trace. Cet habitant raconte que 6 jours après le début de l'offensive de l'OTAN, la milice serbe d'Arkan a rassemblé une cinquantaine de personnes à cet endroit, en bas du village. Les paramilitaires ont tiré. Lui a été laissé pour mort, une balle dans le pied. Il a pu s'échapper en rampant. À quelques mètres, dans la cour de cette maison, il nous montre des restes humains. Les corps de personnes exécutées traînés ici par les chiens, pense-t-il. Puis plus loin, des cirques de cendres, 4 au total. Pour les villageois, les paramilitaires ont tenté ainsi de faire disparaître leurs exactions. Il y a quelques jours, un enquêteur du tribunal pénal international s'est déplacé sur le site, sans pratiquer aucune investigation, mais en donnant la consigne de ne toucher à rien. Pourtant, la tentation est forte pour les villageois de chercher des éléments d'identité des victimes. Un récit des cendres, mais toujours pas de charnier. Cet autre homme affirme avoir rejoint les flancs de la montagne qui surplombe le village dès l'offensive. Une centaine de femmes et d'hommes étaient avec lui pourchassés par les Serbes, essuyant des tirs, trébuchant aussi dans les ravins. Il témoigne avoir retrouvé 27 corps dans la forêt ces jours derniers. Le chiffre de 350 cadavres dans un même lieu n'est confirmé ni par les habitants de Ljubenić qui cherchent toujours leurs morts, ni par les Italiens de la KFOR de Peć qui disent ne pas être à l'origine de l'information. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est de reconnaissance, de patrouille. Ici, il y a quelque chose, on pourrait dire, mais pour l'instant, on n'a rien trouvé sur ça. Dans ce secteur tenu par les Italiens de la KFOR, les militaires ont découvert 22 sites contenant, pense-t-il, les corps de 600 personnes. L'enquêteur du tribunal pénal international, présent ici et à qui ils ont transmis ces informations, recueille aujourd'hui des témoignages pour définir sur quel site des crimes de guerre auraient été commis, mais son travail ne fait que commencer. En Iran, cette vague de contestation qui a amené des milliers d'étudiants dans les rues de Téhéran qui protestent contre la décision de fermer un journal réformateur. De violents affrontements entre militants intégristes et jeunes se déroulent depuis plusieurs jours. Le ministre de l'Enseignement a démissionné, dénonçant les violences policières. Situation de crise, François Joly. Ce matin, ils se sont retrouvés par milliers devant la principale université de Téhéran. Ces étudiants criaient « Mort au dictateur », à bas le despotisme, honte aux forces de l'ordre. Cette manifestation s'en prend aux conservateurs du régime de Téhéran, après les violents affrontements entre forces de l'ordre et étudiants jeudi dernier. Alors que ces jeunes protestaient contre la fermeture d'un journal, Salam, favorable au président réformateur Khatami, les forces de l'ordre et des miliciens islamistes réprimaient dans le sang ces manifestations. Et cette mère pleure son fils, tué dans les violences qui auraient fait au moins 3 victimes parmi les étudiants. Et c'est peut-être une crise politique majeure qu'affronte aujourd'hui la République des Mollahs. Ces étudiants sont les plus fidèles alliés du président Khatami dans la lutte qu'il mène contre les conservateurs du régime de Téhéran. Les universités s'enflamment comme on ne l'avait jamais vu depuis la naissance de la République islamique. Des coups de boutoir contre un régime en crise à 7 mois d'élections législatives décisives. À Berlin, le rendez-vous des amoureux de l'amour et de la techno pour la Love Parade, un million de fans pour cet immense cortège qui déambule depuis le début d'après-midi en plein centre de la capitale allemande. Sur place, Olivier Lerner. C'est comme si une onde de choc traversait Berlin de part en part. C'est l'amour, pas la guerre, qui les rassemble dans ce vacarme indescriptible.
David arrive tout droit de Paris. La Love Parade, c'est une première pour lui. Florence, à Berlin depuis 3 ans, est bien dans la couleur locale. Le slogan, c'est « The music is the key ». La clé de quoi? La communication, de l'amour, de la rencontre? Ça veut tout dire. En fait, je veux dire, on n'a pas d'amour si on n'a pas de communication non plus. Une communication qui passe par des cris, des sifflets, des mouvements du corps emportés par une musique techno un peu répétitive, mais pas désagréable, au fond. Ça chatouille partout. C'est super. Là, ça commence à monter progressivement avec les décibels. Et plus on avance, plus c'est chaud et plus c'est fort. On ne s'entend plus près des chars qui arrosent le public de décibels. Ici, la communication verbale n'existe plus, alors il faut employer d'autres moyens pour nouer contact. J'accepterai pas qu'on manque vraiment de respect. Il y a des limites. Sinon, pratiquement tout est toléré. Mais je suis une femme mariée et j'ai mes... Comment je pourrais dire? J'ai mes limites. La parade est sur toutes les chaînes de télévision allemandes. Il n'était qu'une poignée en 1989. Les créateurs de la Love Parade ont fait fortune avec ce concept simple de l'amour porté par une musique rythmique qui fait boum boum dans les cœurs et vibrer les neurones. Mais cette Love Parade est peut-être la dernière à Berlin. Les organisateurs estiment en effet qu'ils n'ont plus tout à fait les mains libres pour commercialiser cet événement. Paris pourrait servir de relais dès l'année prochaine. Près de Paris, à l'hippodrome de Longchamp, solidarité et musique pour 2 jours de concerts presque non-stop au profit de la lutte contre le sida. Solidays devrait rassembler quelques 60 000 spectateurs aujourd'hui et demain. Ambiance de fête sur scène et sur la pelouse dès le premier spectacle. Pierre-Emmanuel Luneau, Madi Diawara. Voici le résultat d'une très bonne idée. Surtout ne pas banaliser le sida. 2 jours de concert, 3 scènes, 60 000 spectateurs attendus et surtout la présence de dizaines d'associations pour en maître mot, se protéger. Combien vous en avez pris? De préservatifs je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait beaucoup? Beaucoup peut-être, trop certainement pas. Mais tous les jeunes festivaliers ne sont pas aussi sérieux et pour les associations, il ne faut pas baisser la garde. Il y a une démobilisation des gens par rapport à l'épidémie. Il y a, abusivement, ça fait partie des nombreuses idées fausses sur le sida. Il y a beaucoup de gens qui estiment presque que c'est fini. Alors, pour ne pas s'endormir face aux risques toujours présents, Solidays a choisi la musique. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a plein de gens, de jeunes, des 15-25, qui viennent et qui montrent par leur présence ici, non seulement ils aiment la musique, mais qui sont prêts à se mobiliser et à agir dans le sens de cette fameuse solidarité au sujet de laquelle on parle. Des paroles, des musiques, un mélange qui fera vibrer l'hippodrome de Longchamp jusqu'à dimanche soir. Inauguration ce matin de l'Armada du siècle sous le soleil et le regard ébloui de dizaines de milliers de personnes. La parade des gréements et des navires de guerre. Déjà un immense succès pour cette manifestation qui devrait se poursuivre tout au long de la semaine à venir. Reportage Thierry Curtet, Olivier Robert. 400 000 spectateurs hier, à coup sûr beaucoup plus aujourd'hui. La fête est gratuite, les quais bondés. Le spectacle est autant sur l'eau que dans les airs. De la ligne de flottaison au sommet du Grand Mât, il y a souvent plus de 50 mètres pour les bateaux sud-américains ou polonais. Et les grands trois-mâts, habitués aux manifestations publiques, savent faire le spectacle. Chaque public y trouve son compte. Pour certains, c'est l'histoire de la voile, pour d'autres, ce serait plutôt les histoires de marins. Elles savent d'ailleurs jouer les enjôleuses et passent devant tout le monde dans les files d'attente. Je viens voir les magnifiques voiliers et puis c'est tellement agréable de voir Rouen et le beau soleil. Les marins mexicains? Pourquoi pas? Merci. Au revoir. Le Cuauhtémoc, c'est 275 hommes d'équipage dont 100 cadets et l'un des plus visités. Et il n'y a que le pont supérieur d'accessible, alors on se tord le cou pour en avoir un peu plus. Alors on sortait déjà? Oui, après avoir fait le tour, vu les amarrages, les petites cloches, et puis pour les autres bateaux et le métissage des cultures. Et un petit marin? Oh,
Toujours pas. Lui est un peu plus malin, un peu plus passionné aussi que les autres. Jean Briche préside un jury d'élégance depuis qu'il est à la retraite. Après une demi-heure de palabres, il va pouvoir visiter les salons intérieurs. Le trois-mâts mexicain est selon lui le plus beau bateau du monde. Il est absolument parfait. Mais il y a aussi une très grande relation entre l'aménagement, les salons du Cuauhtémoc, son petit salon, c'est avec l'histoire du pays. C'est ça qui fait la richesse de ce bateau? Ah, c'est ce qui fait la richesse de ce bateau parce que c'est un peu l'âme du pays. Le luxueux Cuauhtémoc doit son nom au dernier empereur aztèque. Pour sans doute la plupart des visiteurs de l'Armada, ces gigantesques cathédrales de voile garderont une bonne part de leur mystère. Mais ils seront nombreux à l'avoir approché de très près. Le Tour de France avec pour la 4e fois en 4 jours la victoire de l'Italien Mario Cipollini. C'est le premier coureur depuis 1947 à réaliser un tel exploit. Un parcours sans faute pour cette 7e étape. Nathalie de Ringsin. Mario Cipollini est bien le meilleur sprinter du monde. À Thionville, l'Italien a remporté sa 4e victoire consécutive sur le Tour, au terme d'un sprint encore une fois spectaculaire. Regardez bien l'Allemand Eric Zabel avec son maillot vert. On a frôlé la chute collective à 70 km/h. Cet après-midi, Lilian Le Breton a bien failli offrir à la France sa première victoire. Le coureur de l'équipe Big Mat Aubert, échappé pendant 200 km, a compté près de 10 minutes d'avance. Rejoint par Jackie Durand, un autre Français, Lilian Le Breton a échoué à seulement 4 km de la ligne d'arrivée. À Thionville, Yann Kersipu a sans doute enfilé pour la dernière fois le maillot jaune. Demain, l'épreuve contre la montre devrait apporter de nombreux changements en tête du classement général. Aux États-Unis, la Coupe du monde de football féminin suscite des passions dévorantes. Les adolescentes vouent désormais un véritable engouement, voire un véritable culte à ces sportifs qui sont devenus leurs stars de référence. Dans moins de 2 heures en Californie se déroulera la finale, l'équipe américaine contre l'équipe chinoise, une rencontre à guichet fermé. Dominique Darda. Leur nom, leur visage ne vous disent sans doute rien et le sport qu'elles pratiquent quand il se conjugue au féminin en Europe la plupart du temps fait sourire les virils amateurs. Et bien dans ce pays, lorsque l'équipe nationale se produit sur un terrain, il ne reste plus une place dans les gradins. On attend ce soir 92 000 personnes au Rose Bowl de Pasadena pour la finale de la Coupe du Monde qui opposera les États-Unis à la Chine. Du jamais vu. Et si l'immense majorité de ces supporters enthousiastes sont des supportrices, c'est parce que le football ici est un sport de filles. Pour les filles, le foot, c'est quelque chose de nouveau. Et cette Coupe du Monde les passionne vraiment. Il y a tant d'autres sports où ce sont les hommes qui dominent. De l'équipe masculine, bien rares sont celles ou ceux qui se souviennent du nom d'un seul joueur. En revanche, toute l'Amérique connaît celui de Mia Hamm. Elle ne garde jamais la balle pour elle toute seule. Elle est vraiment bonne, elle marque plein de buts, elle est rapide, elle a toutes les qualités. Jusqu'à Bill Clinton qui soudainement s'est laissé séduire et assistera à cette rencontre au sommet dont il espère qu'elle permettra d'améliorer les relations diplomatiques entre les deux pays, au plus mal depuis le bombardement de l'ambassade de Chine à Belgrade. Et dire qu'il y a 8 ans à peine, lorsque son équipe féminine remportait sa première finale de Coupe du Monde, l'Amérique avait accueilli la nouvelle dans la plus grande indifférence. Je vous propose maintenant cette page spéciale consacrée ce soir au Festival d'Aix-en-Provence. Et sans plus attendre, nous retrouvons tout de suite Bruno Albin. D'habitude, vous vous trouviez dans le cœur de la vieille ville et apparemment là, vous êtes à la campagne. Oui, bonsoir Béatrice et bienvenue, disons, à une petite dizaine de kilomètres au nord d'Aix, parce que le Festival international de musique s'offre un petit séjour à la campagne. Vous savez,
C'est très à la mode depuis qu'en Angleterre, on a pris l'habitude d'aller pique-niquer avant de se rendre à l'opéra, notamment au festival de Glyndebourne. Cela dit, si le festival d'Aix s'installe à la campagne et dans cette magnifique bastide du XVIIe siècle, c'est tout simplement pour offrir un nouveau lieu au public, aux artistes et pouvoir présenter des spectacles avec une tarification un peu plus accessible. Mais qu'on ne s'y trompe pas, les standards, les exigences musicales du Festival de musique d'Aix restent les mêmes. Et pour vous rassurer, Béatrice, soyez tranquille, on pourra toujours aller assister au spectacle dans la cour de l'Archevêché, dans le centre-ville. Je l'espère bien. En tout cas, l'événement tout à l'heure, c'est la première représentation de la flûte enchantée de Mozart, une production originale dans un nouveau théâtre en plein air, celui-là dirigé par David Stern. Reportage Marie-Hélène Bonneau, Jean-Louis Melin, Rémi Poissonnier. Stéphane Braunschweig. Le stress d'avant la représentation pour le metteur en scène et ses héros. Voici Papagena, un esclave, Tamino, la reine, et sa fille, la jolie Pamina. Tout est prêt au Grand Saint-Jean pour un voyage enchanté sous la direction musicale de David Stern. L'émotion intacte, toute la pureté de l'opéra de Mozart dans un décor volontairement dépouillé. Seules 6 colonnes de téléviseurs restituent des images. Ce parcours à travers les images vidéo, c'est un parcours un peu de l'autre côté du miroir, mais de l'autre côté, du côté du rêve. Et en même temps, ça fonctionne aussi comme des toiles peintes, comme un théâtre à l'ancienne. D'amour entre Tamino et Pamina qui devront traverser bien des épreuves avant de pouvoir s'aimer. Ce sera le triomphe de la lumière sur la nuit, représenté par la reine. Lyrique sur le passage de l'enfance à l'âge adulte, évoqué avec des images vidéo, un hommage au côté ludique de l'œuvre de Mozart. Bruno Albin, vous êtes à présent sur scène et les musiciens qui seront à l'œuvre tout à l'heure sont de tout jeunes artistes. Oui, vous savez, Béatrice, depuis l'an dernier, ce festival fait souffler un peu de vent frais sur les nouveaux talents. Et c'est le but notamment de l'Académie européenne de musique que Stéphane Lissner a souhaité et a finalement créé. Dès l'année dernière, les musiciens et les chanteurs surtout ont commencé à travailler, ceux que vous avez vus tout à l'heure dans la flûte enchantée, ont commencé à travailler pour cette représentation de cette année. Et ceux de cette année sont d'ores et déjà en train de travailler avec de grands anciens en vue de préparer les spectacles de l'année prochaine. C'est un reportage, vous allez le voir, de notre ami Michel Monpontet avec Rémi Poissonnier. Aude a un rendez-vous. Elle va vivre, elle le sait, une de ces rencontres qui peuvent éclairer la route d'une jeune musicienne. L'après-midi durant, en effet, Isaac Stern et ses 60 ans de musique vont compter pour elle plus que tous les publics de sa carrière à venir. On a toujours besoin d'être guidé, on a toujours besoin d'avoir des oreilles extérieures et des oreilles extérieures comme celle d'Isaac Stern, c'est une grande chance. Il n'y a pas assez des années dans une vie pour deviner toutes les possibilités de chaque phrase. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Parce que tous ces jeunes musiciens sont déjà maîtres de leur instrument, il ne s'agit pas ici de gamme ni de technique, mais seulement de ce petit supplément d'âme que Stern peut leur offrir. Si vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas libre.
Parce que c'est seulement de discipline qu'on peut trouver la liberté. Quand on est vraiment discipliné, on peut penser de quelque chose et le faire immédiatement. Pas demander comment je dois le faire, qu'est-ce que la difficulté, comment je ne sais pas quoi. On doit avoir tout ça sous contrôle. Et si par bonheur un sourire du maître arrive, c'est comme une récompense, comme un frisson partagé entre les élèves et le maître. Et quand un compliment sonne comme une promesse... C'est un beau moment, non, quand Isaac Stern vous dit que vous avez un très beau son? Oui, évidemment. Enfin, c'est un très très beau compliment, surtout venant de quelqu'un comme lui. Et on peut, enfin, ça me touche beaucoup. Ça me donne du courage pour continuer. La vie professionnelle de Aude sera faite de millions de notes. Mais peut-être que cette rencontre aura colorié un peu davantage autant de noir. Et Bruno, à vos côtés, nous allons retrouver David Stern qui dirige cette flûte enchantée et Nora Gubic, une jeune soprano qui pour la première fois chantera le rôle titre de la Belle Hélène. Oui, j'ai envie de commencer par David Stern. On vient de voir Isaac Stern. C'est facile d'être musicien quand on a eu un père comme ça? C'est facile d'aimer la musique. C'est facile de respirer et vivre avec la musique. Mais c'est pas lui qui vous a appris à devenir chef d'orchestre? Pas du tout. C'est un métier qui s'apprend très doucement, avec beaucoup de patience et beaucoup de concentration. Alors, je le disais tout à l'heure, cela fait 1 an que vous travaillez cette flûte enchantée avec les chanteurs. C'est des conditions exceptionnelles pour un chef d'orchestre. Exceptionnelles. Et puis finalement, maintenant à la fin de nos répétitions, je me sens que c'est tout à fait correct parce que c'est seulement avec ce temps, cette patience et ce temps pour approfondir le travail qu'on puisse vraiment faire quelque chose qui tient. Ce sont des musiciens professionnels déjà? Alors, professionnel, c'est un grand mot, je dirais. Ce sont des musiciens qui ont l'oreille, qui s'écoutent, qui aiment la musique, qui aiment faire la musique. Et c'est ça, c'est le plus important. Et vous êtes satisfait du résultat pour l'instant? Satisfait pour l'instant. Je suis content, pas encore contenté, mais je suis content. Alors Nora Gubic, on vous a vu hier soir dans La Belle Hélène de Jacques Offenbach. Première question, Aix-en-Provence, c'était une surprise quand Stéphane Lissner vous a demandé de venir chanter le rôle titre ici? Bah oui, c'est forcément toujours une surprise parce que Aix, c'est complètement mythique. Alors quand on est une jeune chanteuse, c'est merveilleux d'avoir la chance de venir chanter là. Bon, on vous a déjà vu à la Bastille, vous avez déjà enregistré, vous êtes vraiment une artiste déjà confirmée, même si c'est le début de votre carrière. Quand on vous a dit La Belle Hélène, une opérette à Aix... Ouais, mais c'est vrai que j'étais pas complètement une folle d'Offenbach, parce que je connaissais pas bien, et puis j'avais des petits a priori comme beaucoup de personnes. Et j'ai découvert la partition, et maintenant je m'amuse, j'éprouve un grand bonheur à chanter cette Belle Hélène. Et vous souhaiteriez revenir, j'imagine? Ça Quelle question! Chanter un véritable opéra? Ah oui, pourquoi pas? Béatrice? Oui, moi je propose tout de suite de voir à quoi ressemble la production de cette Belle Hélène, donc un opérette burlesque Offenbach revisité. Sur la moto avec ses 2 copines, le guerrier Oreste. Le salon l'Élysée lui va servir de cadre à l'Assemblée des rois de Grèce. Des anachronismes bien dans l'esprit d'Offenbach qui se servait de la mythologie pour brocarder le gai Paris et ses cocottes. Les rois sont en costume de ville comme de vrais chefs d'État modernes. Au centre de la pièce, la Belle Hélène. Elle aime Paris et trompe en songe son époux Ménélas, prototype du cocu magnifique. La Belle Hélène, héroïne antique ou aventurière hyper moderne, chamboule tout et ridiculise les puissants, plongés dans les situations les plus saugrenues. Que voulez-vous que j'y fasse? Que voulez-vous
Et comme chacun le sait, l'enlèvement de la reine Hélène par Paris est à l'origine de la guerre de Troie. Un reportage signé Daniel Wolfram et Rémi Poissonnier. Avant de conclure, on vous retrouve Bruno Albin devant la Bastide de Le Grand Saint-Jean. Au fond, quelle place occupera désormais la fameuse cour de l'archevêché ? Toujours une place majeure, Béatrice, et naturellement magique. Vous savez, cela fait 50 ans que cette place est au cœur du festival et au cœur de la ville. Et donc, cette année, on pourra y revoir, le Don Juan de Mozart, mis en scène par Peter Brook, La Belle Hélène, dont nous avons parlé avec Nora Gubisch, et également un magnifique couronnement de Popée avec Mireille Delynche et Anne-Sophie von Otter. Voilà. Juste une petite précision avant de vous rendre l'antenne. Tous les soirs sur Mezzo, qui est la chaîne câblée de France Télévisions dédiée à la musique, vous pourrez suivre des échos de ce festival d'Aix-en-Provence. Quant à moi, Béatrice, je ne sais pas ce que vous faites ce soir, mais pour ma part, il y a Mozart au programme. Tant mieux pour vous, et moi je suis à Paris, vous me raconterez. Merci Bruno Albin pour cette page spéciale. Ainsi se termine cette édition. Tout de suite après la météo, Nathalie Riouet, 20h50 Fort Boyard. Demain midi, Géopolis, Claude Sérian nous emmènera au fin fond de la Russie sur la trace de ces colons russes, considérés comme des étrangers dans les républiques où ils sont nés après l'éclatement de l'Empire soviétique. Je vous remercie de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. L'image du jour.